Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on attaque le chapitre numéro 5 du cours sur l'électrodomestique, où on va parler des fours, alors que ce soit les fours traditionnels ou les fours micro-ondes. Donc déjà, il faut qu'on se rappelle un peu comment fonctionne un four, et notamment le four traditionnel. Donc on a différents modes de cuisson, et en fonction du mode de cuisson qu'on va choisir, on va alimenter différents composants du four. Donc on verra ce qui est alimenté comme composant, et ensuite dans le détail, on verra le fonctionnement de ces composants. Avant de parler des modes de cuisson en particulier, il faut qu'on parle des thermostats, parce que la principale caractéristique d'un four, c'est de pouvoir régler la température à l'intérieur. Et donc pour ça, on utilise soit directement la température en degrés, ou alors on peut utiliser une ancienne échelle qui était due au four d'ancienne génération, où on parlait de thermostat. Alors, c'est de moins en moins utilisé dans les recettes, mais il faut savoir qu'un thermostat, c'est grosso modo 30 degrés d'écart. Donc les thermostats, par exemple 6-7, c'est des fours chauds entre 200 et 230 degrés, fours très chauds jusqu'à thermostat 10, où on peut aller jusque 300 degrés pour un four traditionnel. Donc les thermostats usuels du four se répartissent entre 70 degrés et 300 degrés environ, avec un écart de plus ou moins 30 degrés à chaque thermostat. Mais aujourd'hui, avec les régulations électroniques, on peut avoir un réglage au degré près très simplement. Donc les différents modes de cuisson, voilà, on commence par le plus simple, c'est ce qu'on appelle la convection naturelle. On avait parlé des différents modes de cuisson, convection, rayonnement et conduction. Là, la convection, en fait, je vais chauffer l'air qui est à l'intérieur du four et il va y avoir un mouvement de convection à l'intérieur. Et donc pour ça, je vais pouvoir, par exemple, faire de la cuisson de plat individuel au bain-marie. Et donc les aliments, ils vont être chauffés pour un tiers par la résistance de voûte. Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance de voûte? La résistance de voûte, c'est la résistance supérieure au four. Et puis par 2 tiers de la puissance sur la résistance de sol. La résistance de sol, attention à l'orthographe, c'est S-O-L-E. Et c'est aussi un moyen mnémotechnique pour se rappeler que c'est la résistance qui est en bas. Donc 2 tiers sur la résistance de sol, 1 tiers sur la résistance de voûte. Ensuite, on a la fonction chaleur tournante. Alors la chaleur tournante, on a un ventilateur qui se trouve à l'intérieur du four qui va brasser l'air à l'intérieur. Donc là, il n'est plus question de convection, puisque la convection, c'est le mouvement qui est induit par la chaleur dans le fluide qu'est l'air à l'intérieur du four. Là, cette fois, le mouvement, on va le forcer avec une ventilation. Et en forçant ce mouvement, je vais pouvoir forcer le transfert calorifique entre l'air ambiant et le plat que je veux cuire. Et donc l'avantage, c'est avec la chaleur tournante, je vais pouvoir cuire plus rapidement, parce que la surface de contact, elle est maximisée grâce au brassage de l'air. L'autre avantage, c'est que ça permet aussi d'avoir une chaleur qui est plus ou moins homogène à l'intérieur du four, et donc de pouvoir faire cuire plusieurs plats en même temps à la même température. Ce que je ne peux pas faire avec une convection naturelle, parce que les plats qui sont les plus proches des résistances seront toujours ceux qui capteront le plus de chaleur. Alors qu'avec un ventilateur de chaleur tournante, on peut avoir une température homogène. Donc la fonction chaleur tournante permet de cuire des aliments sur 2 ou 3 niveaux en maintenant une température constante à l'intérieur du four. Autre fonction, le grill. Alors le grill, l'idée c'est que là on va plus du tout cuire par convection, mais on va cuire par rayonnement. Donc je vous avais dit que une source de chaleur, elle émettait un rayonnement infrarouge, et que ce rayonnement, il pouvait, par envoi d'ondes électromagnétiques, donc de chaleur, de lumière, on va pouvoir griller la surface de l'aliment. Là, c'est le principe du grill. Griller, grill. Donc la cuisson utilise la résistance de voûte au maximum de sa puissance, puisqu'il faut absolument qu'elle émette un rayonnement lumineux infrarouge, pour cuire par rayonnement. Donc le tourne-broche, qui est un moteur qui permet de faire en sorte que l'aliment va présenter toutes les faces à la résistance. Et en général, le tourne-broche, il est monté en diagonale dans le four. Il y a un petit moteur avec une empreinte carrée dans laquelle on vient enficher le tourne-broche sur lequel on aura mis l'aliment qu'on veut cuire. La cuisson barbecue, c'est le même principe, on va cuire par rayonnement, sauf que cette fois, comme c'est toujours la même face qui va être présentée, je vais avoir tendance à vouloir bien griller la surface, donc on va forcer la porte à rester ouverte pour pas qu'il fasse trop chaud à l'intérieur du four, pour ne cuire que par rayonnement et pas du tout par conduction, et puis aussi pour faire évacuer les éventuelles fumées.
Donc similaire au mode grill, la cuisson se fait par rayonnement. Un cran de porte permet de laisser s'échapper l'excédent de chaleur. La rôtisserie, là, c'est à la fois du rayonnement et à la fois de la convection forcée par le ventilateur de chaleur tournante. Donc là, en fait, on va faire les deux. Avec la rôtisserie, on va vouloir cuire avec la chaleur ambiante dans le four, plus le rayonnement qui, lui, va faire saisir les viandes sur le côté. Donc la rôtisserie permet de saisir les viandes, on active la résistance de voûte et la chaleur tournante en même temps. Le fournil, c'est un mode de cuisson qui est spécifique à tout ce qui est pâtisserie, hein. Donc là, on va maintenir la chaleur tournante et la résistance de sol. Et en général, on va essayer aussi de mettre de l'eau dans le lèche-frite en bas pour maintenir un certain degré d'humidité à l'intérieur pour faire une bonne levée du pain. Donc pour les cuissons qui doivent lever, il faut conserver un certain degré d'humidité dans le four. On active la résistance de sol et la ventilation. Voilà, donc ça c'est les différents modes de cuisson dans le four traditionnel. Maintenant on va regarder quels sont les composants qui sont utilisés. Alors déjà, l'installation électrique d'un four, c'est soit par une prise, soit par une sortie de câble. Donc on vérifie que toute la chaîne est compatible, c'est-à-dire que j'ai donc mon différentiel principal, c'est celui de l'habitation. J'ai un différentiel de type AC pour le four, enfin pour la ligne qui permet d'alimenter l'électroménager. Ensuite, j'ai un disjoncteur divisionnaire uniquement pour le four, donc soit un disjoncteur de 20 ampères ou un fusible de 16, et je m'assure que j'ai soit une sortie de câble, soit une prise de courant 16 ampères avec des conducteurs de 2,5 mm² minimum. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il y a au niveau des composants visibles du four, enfin plus ou moins visibles, donc on a un afficheur pour faire la programmation, on a ce que j'appelle l'enceinte du four, ça porte un nom, ça s'appelle le moufle, hein, c'est masculin. Donc le moufle, c'est une enceinte métallique isolée, donc avec de la laine de roche en général, ce qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur. On a en bas la plaque lèche-frite, c'est une plaque creuse dans laquelle on peut mettre de l'eau, qui va permettre de récupérer les jus de cuisson. Quand on fait une cuisson au-dessus, ça va couler dedans, ça va être récupéré, puis ça permet de faire une sauce, et en même temps ça protège le fond du moufle. Sur ce modèle-là, ici on a un joint spécifique, on a un joint de pyrolyse, parce que c'est l'exemple d'un four à fonction pyrolyse, j'en parlerai plus tard. On a évidemment des charnières de portes démontables pour faciliter son entretien et son nettoyage. Vu que c'est un four à pyrolyse, j'ai forcément un verrouillage de porte. On verra aussi après pourquoi on est obligé de verrouiller la porte sur un four à pyrolyse. Là, j'ai la résistance de sol, S-O-L-E, hein, je le rappelle. Donc cette résistance de sol, on ne la voit pas normalement, elle est recouverte d'une plaque justement pour la protéger des projections. Ici, c'est le ventilateur de chaleur tournante. Donc c'est le ventilateur de chaleur tournante métallique, hein, pour pouvoir résister, il est fait pour résister jusqu'à 300 degrés de température minimum. Au-dessus, on a la résistance de voûte. Alors celle-là, il ne faut pas qu'elle soit cachée, il faut qu'elle soit visible, justement pour pouvoir cuire par rayonnement. Il faut absolument qu'elle soit visible et pas obstruée par une plaque. Et enfin ici, on a le bandeau de commande avec les différents boutons qui permettent de programmer le mode de cuisson, la température et la durée. Donc là, je reviens sur la fameuse plaque lèche-frite, hein, c'est la plaque creuse, c'est celle qui se met en dessous. On a la grande grille, et on a une grille qui est spéciale pour pouvoir accueillir le fameux tourne-broche qui est en travers. Et puis, bon, on a éventuellement des plaques à pâtisserie. Donc, toujours dans cette constitution extérieure, on va s'intéresser un petit peu plus à la résistance de voûte, et on va voir qu'en fait, cette résistance de voûte, en général, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Il y a une résistance de voûte d'une plus faible puissance. Donc, si on regarde cette résistance, c'est une résistance blindée, hein. Donc, ici, on a une borne de la résistance, et en fait, la résistance de plus faible puissance, elle va faire le grand tour, et donc la deuxième borne de la résistance, elle est ici. Donc, ça veut dire que la première résistance, c'est les bornes les plus écarté derrière, hein. Donc là, la plaque là marque la limite à l'intérieur du moufle, hein. Et puis on a une résistance de plus forte puissance entre cette borne là et cette borne là. On voit que celle-là elle serpente ici
sur une plus grande distance, donc elle transmet plus de chaleur. Voilà, ça c'est la résistance de voûte pour le mode grill. La résistance de sol, elle est moins puissante que la résistance de voûte. Résistance de sol, normalement recouverte d'une plaque pour la protéger des coulures. Et parfois, mais pas systématiquement, on a une résistance spécifique à la chaleur tournante, ce qui permet de ne chauffer que l'air de la chaleur tournante sans du tout avoir de rayonnement à l'intérieur du moufle. Donc résistance circulaire qui chauffe l'air qui passe par le circuit de ventilation. Alors à l'intérieur, on s'intéresse un peu plus aux composants. Voici le ventilateur de chaleur tournante. On voit que les ailettes sont particulières. Ce n'est pas un ventilateur avec des ailettes en plastique, c'est des ailettes métalliques pour pouvoir résister à la chaleur. Donc le ventilateur de brassage d'air spécialement conçu pour résister à de fortes températures. Ça c'est le moufle métallique entouré d'un isolant thermique de type laine de roche. Et puis ça c'est le verrou de porte. Verrouillage de porte qui permet le blocage pendant un cycle de pyrolyse. Voyons maintenant la constitution intérieure d'un four. Donc nous avons déjà parfois, mais souvent, un système de ventilation turbine tangentielle. Donc la turbine tangentielle, on va voir plus tard, elle a plusieurs fonctions. Elle permet de refroidir les composants du bandeau. Elle permet aussi d'assurer la fonction porte froide. On verra après. La partie programmation, il y a toujours une carte de commande, une carte de puissance. La carte de commande qui interprète les informations et les commandes de l'utilisateur sur le bandeau. Et la carte de puissance qui va alimenter les différents composants. Le circuit de chauffage, il est composé d'un catalyseur. Donc le catalyseur, en fait, ça va être une séparation entre le moufle et l'air extérieur. Et en fait, c'est là que je vais récupérer une partie des fumées lors d'un cycle de pyrolyse. La pyrolyse, ça permet de nettoyer le four. Nous avons la sonde de température, donc pour pouvoir vérifier que la température programmée par le thermostat, c'est à l'intérieur du moufle. Et puis on a différents thermostats de sécurité qui permettent de couper les alimentations en cas de température excessive. Et donc pour les fours électroniques où la régulation est 100% électronique, on a un thermostat fixe qui va se couper à une valeur seuil qu'on ne veut pas dépasser. Donc si on s'intéresse à la ventilation par la turbine tangentielle, alors attention, la turbine tangentielle, elle n'a rien à voir avec le ventilateur de chaleur tournante. Le ventilateur de chaleur tournante, il est là pour brasser l'air très chaud qui est à l'intérieur, tandis que la turbine tangentielle, elle vient récupérer de l'air frais. Et cet air frais, elle va le récupérer vers la face avant du four, en bas, et elle va forcer cet air frais à passer par l'arrière du four et sur tout le tour du four, mais en dehors de l'isolant, en dehors du moufle, pour pouvoir refroidir un four qui serait encastré dans un meuble, par exemple. Mais en plus, elle va forcer l'air à passer entre les différentes lames de verre de la porte, ce qui permet de diminuer la température de surface de la porte, et donc de faire en sorte que ce soit moins dangereux pour des enfants, par exemple, qui seraient susceptibles de poser la main sur la porte du four. Et enfin, on va extraire l'air ici par en dessous du bandeau, et ça permet aussi d'injecter de l'air un peu plus frais au niveau des composants du bandeau. Voilà. Et donc sur ce modèle à catalyse, enfin à pyrolyse, pardon, mais avec un catalyseur pour les fumées, on va pouvoir également extraire, lors d'un cycle de pyrolyse, les fumées par ce fameux petit trou qui s'appelle le catalyseur, ou cheminée, quoi. Donc certains fours sont équipés d'une ventilation qui permet de maintenir une température faible sur les parois de l'appareil et au niveau de la carte électronique. Ainsi, ce type de four peut être encastré dans une niche totalement fermée. Si on n'a pas ce système de ventilation, on va être obligé de placer le four à un endroit où j'ai assez de ventilation pour éviter les surchauffes sur le tour. Là, je peux le mettre dans une niche totalement fermée, et donc je vais avoir mon meuble qui sera protégé de ces chaleurs excessives du four. Et je pourrais même éventuellement penser à placer un meuble avec un four, peut-être même à côté d'un frigo, même si c'est relativement déconseillé en matière d'économie d'énergie, de mettre une source de chaleur avec un appareil électroménager qui est là pour produire du froid. On va essayer de les séparer au maximum. Mais avec ce système-là, je peux, dans des petites cuisines, peut-être éventuellement le faire. Et donc le catalyseur, lui, il émite les odeurs de fumée.
Donc le principe de la porte froide, elle garantit qu'on a une température à la surface de la porte inférieure à 60 degrés. Alors 60 degrés c'est très chaud, on est bien d'accord, mais ça permet donc de poser la main dessus sans se brûler et donc d'avoir le temps de la retirer sans risquer de blessure. Donc le principe est le suivant, je vais faire passer de l'air à travers, et en plus, le verre que je vais utiliser pour les portes, ce sera des surfaces métallisées. Ces surfaces métallisées vont absorber une partie du rayonnement infrarouge. Donc la température à l'intérieur du four, lors d'un cycle de pyrolyse, peut monter jusqu'à 500 degrés. Et ben, je vais, au fur et à mesure de la traversée des différentes épaisseurs de verre, donc j'ai plusieurs plaques de verre, 4 dans ce cas-là, à l'extérieur, garantir une température qui ne sera plus que inférieure à 60 degrés. Donc on sait que ce sont des surfaces métallisées parce que si on les teste à l'ohmètre, on obtient une résistance relativement faible de l'ordre de 50 ohms. Donc une circulation d'air frais entre plusieurs plaques de verre métallisé permet de stopper les rayonnements de chaleur. Donc on a déjà parlé un petit peu des modes de nettoyage, principalement il y en a deux. Il y a le nettoyage par catalyse. Donc la catalyse, c'est presque on peut parler d'auto-nettoyage, mais dans une certaine limite. Donc je vais avoir un émail catalytique, une surface particulière qui va être poreuse et qui va permettre à une certaine température d'oxyder petit à petit les résidus. Et voilà. Et donc ça absorbe une bonne partie. Par contre, les grosses coulures, là, on ne peut pas faire l'économie d'un bon nettoyage. Donc le moufle est recouvert d'un émail spécial catalytique qui oxyde les graisses au-dessus de 170 degrés. Et puis on a le nettoyage par pyrolyse, on en a déjà un peu parlé. Donc là, l'idée, ça va être de carboniser les résidus à très haute température. Donc par exemple, voici un cycle de pyrolyse. Donc je pars de 0 degré, en fait, température ambiante 20 degrés, disons. Et donc j'ai un cycle, on voit la durée en minutes, on est à plus de 3 heures. Donc un cycle de pyrolyse, c'est très long. On va essayer de faire ça un jour. Pour ceux qui ont des abonnements spécifiques EDF, un jour où l'électricité est pas chère, ou sur les heures creuses par exemple. Donc on a un temps relativement long de montée en température, et puis on va maintenir la température pendant un certain temps à 500 degrés. Et on va réguler à cette température de 500 degrés pour carboniser les résidus. Donc on imagine bien que si on a 500 degrés à l'intérieur du four, si je permets à l'utilisateur d'ouvrir la porte à ce moment-là, l'air chaud va sortir du four à grande vitesse et je peux avoir des risques de brûlure cutanée, etc. Donc ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'on va verrouiller la porte du four pendant un cycle de pyrolyse. Donc le four est monté à une température de 500 degrés pendant environ 1 heure afin de carboniser les résidus de cuisson. Voilà pour les fours traditionnels. Maintenant, on va parler un petit peu des fours à micro-ondes. Et là, même si on appelle ça un four également, on va voir qu'ils n'ont pas du tout la même utilisation, ni le même fonctionnement. Le principe est totalement différent du four à micro-ondes. Même d'un point de vue utilisation pour les aliments, ce n'est pas du tout les mêmes aliments qu'on va placer à l'intérieur. Donc le principe des micro-ondes, c'est que je vais utiliser une antenne de forte puissance, qu'on appelle un magnétron, qui va envoyer des ondes électromagnétiques à une certaine fréquence et à forte puissance à l'intérieur d'une cavité qui va justement concentrer ces ondes à l'intérieur et surtout faire en sorte qu'elles ne s'échappent pas du micro-ondes. Il y a un brasseur d'ondes qui permet de faire en sorte que les ondes soient envoyées sur des angles différents sur l'aliment. Et en fait, ces ondes, elles vont être absorbées par l'aliment et ça va provoquer une augmentation de température. Et donc ce magnétron, il est alimenté par une commande en puissance avec une carte de commande pour programmer la puissance, la durée, etc. Et pour faire en sorte que toutes les phases de l'aliment soient présentées aux ondes, le plateau est tournant. Donc les ondes produites par le magnétron, c'est le composant ici, sont diffusées dans la cavité du four. Et donc ces ondes du four à micro-ondes, elles vont faire en sorte de polariser les molécules d'eau. Une molécule d'eau, c'est pas une molécule qui est absolument symétrique. C'est-à-dire qu'elle va avoir un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène qui seront que d'un côté. Ces 2 atomes d'hydrogène sont d'un côté de la molécule, avec un certain angle. Et donc, en soumettant cette molécule à
une fréquence particulière, eh ben, je vais pouvoir la faire entrer en agitation. Et l'agitation moléculaire, c'est de la chaleur. Et donc, en forçant l'orientation des molécules d'eau, eh ben, en fait, le liquide, toute l'humidité de l'aliment va s'échauffer. Alors, sachant que on chauffe des molécules d'eau, ça explique pourquoi les aliments qui sont plutôt secs vont avoir tendance à avoir besoin d'être chauffés plus longtemps au micro-ondes ou sont moins sensibles à l'échauffement du micro-ondes que des aliments humides. Si on essaye de chauffer au micro-ondes des pâtes sèches, non cuites, on va avoir un problème, ça va très peu chauffer, il va falloir chauffer pendant très longtemps pour que ça commence à s'échauffer un petit peu. Alors que des pâtes cuites qui sont pleines d'humidité, elles vont chauffer très rapidement. Donc ces ondes ont une action sur les molécules d'eau qui s'orientent en fonction du champ magnétique qu'elles reçoivent. Donc des ondes à une fréquence de 2450 MHz. Alors 2450 MHz, si je traduis, ça fait à peu près 2,4 GHz. On est sur le même gamme de fréquences que le Wi-Fi. Ce qui explique pourquoi on peut dire que certains micro-ondes peuvent perturber le Wi-Fi si l'étanchéité électromagnétique du micro-ondes n'est pas assurée. Si j'ai des ondes à cette fréquence-là qui s'échappent, évidemment que je vais perturber le Wi-Fi qui sont sur les mêmes fréquences. Mais normalement, s'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de problème. Et pareil pour le Bluetooth qui est sur les mêmes fréquences. Donc ces ondes à 2450 MHz, ils créent une agitation moléculaire qui chauffe l'eau contenue dans les aliments. Alors le principe de base, c'est que les aliments absorbent les ondes à 2,4 GHz. Sur les métaux, les ondes sont plutôt réfléchies, en partie, et il y a une autre partie qui va créer des courants à l'intérieur, c'est ce qu'on verra. Et à travers le verre, les ondes sont transmises. Donc les micro-ondes sont absorbées par les éléments riches en eau, elles sont réfléchies sur les métaux et transmises à travers le verre. Ceci explique que les aliments secs sont plus difficiles à chauffer au micro-ondes. Autre chose à savoir important, les micro-ondes se dissipent en 3 cm dans les aliments. Ça veut dire que l'absorption des micro-ondes à l'intérieur des aliments ne se fait que sur les 3 premiers centimètres. Donc ça veut dire que si votre aliment est plus épais que ça, eh ben, ce sera après chauffé par conduction. Le chauffage direct par les ondes se fait sur les 3 cm les plus proches de l'extérieur. Et ensuite, à l'intérieur, eh ben, en fait, c'est l'extérieur qui va transmettre une partie de sa chaleur à l'intérieur par conduction thermique. Je rappelle, la conduction thermique, c'est les atomes qui se transmettent les uns l'un après l'autre, d'atome en atome, la chaleur. Donc là, ça veut dire que si votre aliment est très épais, ça ne sert à rien de le mettre très longtemps à pleine puissance, parce que sinon vous allez griller toute la partie extérieure et le milieu sera toujours congelé, par exemple si c'était un aliment congelé. Ce qu'il faut faire, c'est transmettre de l'énergie et de la chaleur sur la partie extérieure, puis ensuite attendre, c'est-à-dire mettre le magnétron à l'arrêt pendant un certain temps, le temps que, par conduction, la chaleur se transmette à l'intérieur. Et une fois que c'est un peu équilibré entre l'extérieur et l'intérieur, on renvoie un petit peu d'énergie à l'extérieur, etc. Et ensuite, ça se retransmet à l'intérieur. C'est pour ça que c'est assez long à cuire au micro-ondes quand on a quelque chose de très épais. Attention, l'introduction de métal dans un micro-ondes peut détruire le magnétron. Évidemment, alors je vais créer à l'intérieur du métal certains courants, c'est pour ça qu'on voit des étincelles dessus. Et puis aussi, comme je réfléchis les ondes, je peux en renvoyer vers le magnétron. Et le magnétron, il n'aime pas recevoir ses propres ondes. Je peux aussi induire à l'intérieur des courants qui peuvent détruire la bobine du magnétron. Donc le magnétron, c'est une grosse bobine, c'est une grosse antenne, c'est une bobine qui envoie une grosse antenne. Donc le magnétron, c'est un émetteur d'ondes électromagnétiques, il est alimenté par 2 tensions continues de 3 volts et de 4000 volts. Et c'est là où on a le danger du micro-ondes, c'est que le magnétron, il s'alimente à très haute tension. Et donc 4000 volts, c'est très dangereux, et même quelqu'un qui normalement a une habilitation basse tension, en continu, c'est 1500 volts en basse tension. 1000 volts en alternatif. Ça veut dire que là, on est déjà au-delà des habilitations électriques basse tension. On est dans des habilitations électriques haute tension. Donc le magnétron, il doit avoir une résistance très faible. Il est facile à tester, c'est une grosse bobine, donc il doit avoir une résistance de l'ordre de 0,5 ohm. On le teste évidemment hors tension, et la résistance présente entre l'anode et la cathode doit être de l'ordre de 0,5 ohm. Donc dans le circuit de puissance, on a le magnétron, donc
il y a une diode à l'intérieur, c'est pour ça qu'on parle d'anode et de cathode sur le magnétron, et puis il y a un élément qui permet de chauffer la cathode pour qu'il se mette en route. Et donc cet élément chauffant la cathode, c'est lui qui se fait alimenter avec une petite tension de 3,1 volts. Par contre, la cathode, elle, est alimentée à 4000 volts. Donc c'est pour ça qu'il va falloir partir des 230 volts du réseau EDF. J'ai un gros transformateur qui va augmenter la tension, mais en même temps diminuer le courant. Donc j'augmente la tension, je sors une tension sinusoïdale de 2750 volts, donc qui a été multipliée par plus que 10. Ensuite, j'ai une cellule double de tension qui est composée d'une diode essentiellement, qui va permettre de monter à 4000 volts. Une diode et un condensateur, ça va monter à 4000 volts continu, et ça me permettra d'alimenter le magnétron. Donc le circuit. Hein. Donc on voit qu'on a le transformateur. Le transformateur, j'ai deux bobines au secondaire du transformateur. Hein. Le primaire, c'est l'entrée, le secondaire, c'est la sortie. Donc j'ai un secondaire qui me permet d'envoyer la petite tension V3 de 3,1 volts, et j'ai un secondaire qui va me permettre d'envoyer V1. Condensateur diode, la diode va faire en sorte que le condensateur se charge à une tension très grande, et donc là je vais pouvoir alimenter V2, anode, cathode, et c'est parti. Donc un transformateur élève la tension du secteur à 2750 volts environ, un condensateur et une diode créent une tension négative doublée de 4000 volts. Une tension alternative de 3,1 volts alimente l'élément chauffant de la cathode du magnétron. Voilà, ça c'est le principe de base. Donc dans le circuit de puissance, on a ce fameux transformateur, hein, c'est l'élément le plus lourd du four à micro-ondes, hein, il est gros. Donc le transformateur doit supporter la puissance de l'appareil, donc si c'est un micro-ondes de 1000 watts, ça veut dire que c'est un transformateur qui doit faire 1000 VA, 1000 volts ampères. Il possède un enroulement primaire, 1 ohm, et deux enroulements secondaires, 0,5 et 70 ohms. Donc pourquoi je vous mets ces valeurs? Parce que vous pouvez les tester à l'ohmmètre. Si vous vous mettez au primaire et que vous trouvez autre chose qu'une valeur très proche de 1 ohm, ça veut dire que la bobine est coupée. Pareil, au secondaire, la bobine qui a une résistance équivalente de 0,5 ohm, c'est celle qui crée la tension de 2750 volts. Et la bobine secondaire à 70 ohms, c'est celle qui crée la tension à 1 volt. À 3 volts, pardon. Et donc, évidemment, si on doit tester le condensateur, même hors tension, un condensateur, le principe c'est de rester chargé, hein, c'est une réserve d'énergie, donc il se peut qu'au démontage, il soit encore chargé. Donc on va se protéger avec des gants isolants et on va le décharger avant de faire n'importe quel test sur un micro-ondes hors tension. Donc le condensateur se mesure déchargé avec un capacimètre. Attention, le condensateur contient de la haute tension, se munir de gants isolants 5000 volts et d'une pince isolée 5000 volts pour le décharger. Il y aura un bel arc électrique au moment du déchargement. Donc ici c'est la diode pour le doublage de tension. La diode de puissance possède une tension de seuil de 9 volts. Donc normalement une diode au silicium c'est 0,7 volts de tension de seuil quand elle est passante. Là celle-là, elle a une tension de seuil de 9 volts. Du coup, avec un multimètre qui est alimenté lui-même avec une pile de 9 volts, ça va être compliqué de le tester en test de diode. On n'arrivera pas à la tester. Donc du coup, il va falloir qu'on se crée un petit circuit avec une ampoule, avec une alimentation de 12 volts, puis on met la diode dans un sens, l'ampoule ne s'allume pas, on la met dans l'autre sens, elle s'allume, mais comme elle a une tension de seuil de 9 volts, il ne restera plus que 3 volts sur l'ampoule, mais bon, elle va s'allumer. Et donc on saura que la diode fonctionne. On ne peut pas la tester simplement avec un multimètre. Donc si on essaye de repérer ces différents composants directement sur le micro-ondes, on voit que ici on a le magnétron, donc le magnétron qui est fixé directement dans le guide d'onde. Hein. Là, le plus gros élément, c'est le transformateur, ici, donc ce gros bloc là. Ici, on a un fusible sur le circuit de puissance. Donc un fusible, soit c'est un fil, soit il est coupé. Hein. Donc ça se teste très facilement à l'ohmmètre, résistance 0 ou résistance infinie. Ici c'est la diode, donc on voit qu'elle est quand même d'un beau calibre. Et puis on a le condensateur qui est là, alors on voit juste le bout du condensateur, en fait il est posé à plat. Hein. Voilà, et on a les deux bornes du condensateur ici.
Alors, pour terminer, comme d'habitude, un petit exercice. Quel est le principe d'un four à chaleur tournante? Donc là, on parle d'un four traditionnel, hein, puisque l'exercice porte sur l'ensemble du cours. Donc le four traditionnel à chaleur tournante, je vais forcer le brassage de l'air à l'intérieur du moufle qui va permettre donc d'avoir une température homogène. Donc un ventilateur brasse l'air chaud à l'intérieur du moufle pour une cuisson homogène. Pourquoi laisser la porte entrouverte pour une cuisson au four en mode barbecue? On a dit au mode barbecue que on voulait saisir la viande, puisque c'est essentiellement la viande qu'on fait au mode barbecue, saisir la viande sur sa surface. Par contre, à l'intérieur, il faut qu'elle reste juteuse, presque froide, tout en étant saisie à l'extérieur. Donc on ne veut surtout pas que ça cuise avec la chaleur ambiante, mais uniquement par rayonnement. Et donc justement, on veut attaquer par rayonnement que la surface de la viande. Donc car on veut une cuisson uniquement par rayonnement. Et donc l'excédent de chaleur qui est dans le moufle, on va le ressortir en laissant la porte entrouverte. Quel type de différentiel utilise-t-on pour le raccordement électrique d'un four? Alors déjà, quand je parle de différentiel, je parle de disjoncteur différentiel. Et donc, on a un disjoncteur divisionnaire pour protéger des courts-circuits et des surcharges, et on a le disjoncteur différentiel qui, lui, protège les personnes qui utilisent les appareils pour détecter toute mise accidentelle d'une partie métallique sous tension. Et donc, ce différentiel, il y a deux types, essentiellement dans la maison, c'est le type A et le type AC. Et bien pour un four, on va utiliser un type AC. Comment s'appellent les résistances supérieures et inférieures d'un four? Donc elles ont un nom particulier, hein. La résistance supérieure, c'est la résistance de voûte, et la résistance inférieure, c'est la résistance de sol, S-O-L-E. 5. Quels moyens sont utilisés pour maintenir la porte d'un four froide? Alors quand on dit froide, hein, c'est pas réellement froide, c'est à moins de 60 degrés. Donc on a plusieurs moyens. On a une turbine tangentielle qui va forcer un passage de l'air à travers les lames de la porte. Et puis les lames, elles ont aussi une surface métallisée qui va permettre d'arrêter une partie du rayonnement infrarouge dû à la chaleur à l'intérieur du four. Donc on utilise plusieurs plaques de verre métallisées ventilées par une lame d'air. 6. Quels sont les deux modes de nettoyage d'un four? On a dit qu'il y avait un mode où je mettais 500 degrés pendant 1 heure, ça c'est la pyrolyse. Et puis il y a un mode où ça se nettoyait un petit peu tout seul dû à la surface du moufle, ça c'est la catalyse. Donc la catalyse et la pyrolyse. 7. Quel élément d'un micro-ondes produit les ondes et à quelle fréquence? Donc quel élément, ça veut dire quel composant du micro-ondes? Le composant c'est le magnétron et la fréquence c'est 2450 MHz ou 2,45 GHz. Donc le magnétron produit les ondes à une fréquence de 2450 MHz. Si je passe en GHz, je décale bien la virgule de 3 crans, donc 2,45. Quel élément est chauffé par les ondes d'un micro-ondes? Quelle molécule, j'allais dire? Le micro-ondes ne chauffe qu'une chose, c'est les molécules d'eau. Et par voie de conséquence, l'aliment qui contient ces molécules d'eau. Donc les molécules d'eau sont chauffées par les ondes électromagnétiques. Quels composants font partie du circuit de puissance d'un micro-ondes? Alors on a vu qu'il y avait déjà le magnétron, puisque c'est l'élément principal qu'on cherche à alimenter. Mais pour l'alimenter, on a besoin d'un transformateur qui va augmenter la tension alternative. On a besoin d'un condensateur et d'une diode qui va doubler la tension. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc le circuit de puissance est composé du magnétron, du transfo, condensateur et diode. Bon, il y a le fusible aussi, mais on ne peut pas dire que ce soit un élément actif, c'est un élément de sécurité. Quelles précautions faut-il prendre pour décharger le condensateur? Donc le condensateur, il est chargé à 4000 volts, potentiellement à 4000 volts. Ça veut dire que il va falloir se protéger avec des EPI, des équipements de protection individuelle, gants, masques, les EPI classiques de quelqu'un qui a une habilitation électrique, et donc aussi une pince protégée 5000 volts pour pouvoir mettre en contact les deux bornes du condensateur et créer un court-circuit. Donc il faut maintenir l'appareil hors tension. Ah oui, ça je précise que n'essayez pas de décharger le condensateur sous tension, faire hors tension et se munir de gants isolants et d'une pince isolée 5000 volts.
Et voilà qui termine ce cours. Il ne nous restera qu'un seul chapitre sur cette série électroménager, le chapitre numéro 6, où on parlera cette fois des productions de froid, donc réfrigérateur et congélateur. Merci et à bientôt.